Bienvenue dans la rétrospective environnementale. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Au Togo, l'Agence nationale de la météorologie, ANAMET, a présenté aux médias lors d'une conférence de presse les couleurs de la prochaine saison des pluies dans le sud du pays. Selon les résultats de la prévision saisonnière, les pluies seront déficitaires et évolueront vers la normale. Les détails dans quelques instants. La journée mondiale du recyclage a été célébrée pour la 8e fois le 18 mars dernier. Quels sont les enjeux de cette célébration? Vous le verrez dans ce journal. Enfin, le Mozambique a été de nouveau victime d'un cyclone dénommé Jude. La catastrophe a particulièrement dévasté le nord du pays. On note d'importants dégâts matériels et humains. L'Agence nationale de la météorologie a annoncé les prévisions de la prochaine saison des pluies dans la région maritime. Selon les experts, cette saison sera tardive et courte. D'autres prévisions de cette saison sont également enregistrées dans le nord du pays. Les détails dans ce reportage de Vivas Emana avec les images de Emeka Gacha. La variabilité climatique pose d'importants défis aux populations dans le monde et le Togo n'est pas épargné. L'Agence nationale de la météorologie du Togo, qui est à l'avant-garde de ces défis, a présenté au cours d'une conférence de presse les prévisions de la grande saison des pluies dans le sud Togo. Les pluies seront tardives et courtes dans la zone méridionale du pays avec des poches de sécheresse. Sur le plan cumul pluviométrique, au cours de la période de mars, avril et mai, il est prévu dans le sud de la Maritime et au nord de la centrale, des précipitations déficitaires qui évolueront vers une situation normale. Par contre, pour le reste du pays, il est attendu une pluviométrie normale à tendance excédentaire. Pour les mois d'avril, mai et juin, tout le pays connaîtra une situation normale à tendance excédentaire. Sur le plan agrométéorologique, il est prévu un démarrage tardif anormal dans le sud du pays. Les dates de fin de saison agricole précoce anormale sont attendues dans les plateaux et la maritime. Les séquences sèches longues à tendance normale sont prévues aussi bien en début que vers la fin de la saison. Les populations situées près des bassins fluviaux doivent se ménager face aux situations excédentaires probables au cours de la saison pluvieuse à venir. Sur le plan hydrologique, il est attendu une situation excédentaire dans le bassin du Mono inférieur. Au niveau du bassin du lac, il est prévu une situation normale à tendance excédentaire. Au vu des prévisions, des recommandations sont données par les experts de l'ANAMET pour mieux vivre cette saison pluvieuse qui s'annonce. Pour des conseils à surtout donner par rapport aux populations rurales, c'est de pouvoir déjà commencer par préparer leur terrain et de semer à la première pluie utile pour permettre à ce qu'ils puissent avoir un rendement beaucoup plus élevé. Donc par rapport aux inondations, surtout on a constaté, et la prévision le dit, qu'au niveau des différents bassins, on aura une situation normale qui sera excédentaire. Donc cela vous a dit qu'on va avoir des rivières qui vont déborder et il va falloir que les populations riveraines puissent prendre des dispositions, peut-être dégager les lieux en attendant que la situation ne revienne à normale. La nature et le climat n'étant pas figés, il est recommandé de suivre les prévisions quotidiennes et intersaisonnières qui seront régulièrement publiées par l'ANAMET. Dans le cadre d'une gestion durable des ressources naturelles, les îles d'Anéro bénéficient désormais d'un projet stratégique visant à renforcer leur préservation. Ce projet a été lancé il y a quelques jours par la Fondation Akereburu and Partners en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il vise concrètement au reboisement des mangroves, à la formation en pisciculture et à la promotion de l'agroforesterie. Voyons cela avec Honoré Kata. Face aux menaces environnementales croissantes, les îles d'Anéro bénéficient d'un projet ambitieux de préservation porté par la Fondation Akereburu et ses partenaires et la FAO. Cette initiative, qui s'inscrit dans une logique de gestion durable, marque une avancée significative dans la protection des écosystèmes fragiles de la région.
Avec un accent particulier sur l'agroforesterie et l'agriculture biologique, le programme ambitionne d'augmenter de 30% la couverture forestière et de dynamiser les revenus des femmes bénéficiaires, illustrant ainsi une approche à la fois écologique et sociale. Au-delà du reboisement des mangroves, le projet mise sur des actions concrètes telles que la formation en pisciculture et l'implantation des champs-écoles agroforestiers. La mise en place d'une surveillance participative représente également un levier essentiel pour garantir une exploitation maîtrisée des ressources naturelles. Cette implication des communautés locales dans la préservation de leur environnement témoigne d'un changement de paradigme où la protection des écosystèmes n'est plus perçue comme une contrainte, mais comme un facteur de développement durable. Ce programme illustre donc une prise de conscience grandissante tant à l'urgence écologique, mais son succès dépendra de l'adhésion des populations et du suivi des engagements pris. Le Togo renforce de plus en plus sa capacité en matière de lutte contre la déforestation. C'est dans cette dynamique que le projet dénommé Forest for Future, lancé le 11 mars dernier à Sokodé, a été davantage amplifié pour les préfectures de Tchaoudjo et de Sotoboua. Cette nouvelle phase consiste à restaurer les paysages forestiers dégradés et à épauler les communautés locales à travers des filières durables. Honoré Kata. Le projet Forest for Future poursuit son expansion en intégrant désormais les préfectures de Tchaoudjo et Sotoboua après ses premiers succès à Tchamba. Porté par la coopération allemande et le Luxembourg, il mise sur une approche inclusive pour restaurer les paysages forestiers tout en soutenant les populations locales à travers des filières durables comme le miel, le karité et le bois énergie. Cette initiative vise également à renforcer les capacités des acteurs locaux et à promouvoir une gestion participative des ressources naturelles impliquant autorités administratives, communautés et partenaires techniques. Toutefois, la déforestation reste un problème majeur comme l'a souligné le préfet de Tchaoudjo. L'exploitation du charbon et du bois de chauffe met en péril les efforts de reboisement entrepris dans le cadre de la politique gouvernementale. Au-delà des plantations, il est essentiel de freiner la pression sur les forêts et d'encourager des pratiques plus durables. La sensibilisation des populations et l'accompagnement technique sont des leviers clés pour garantir l'efficacité des actions menées sur le terrain. Avec cette nouvelle phase, Forest for Future renforce la lutte contre la dégradation des forêts dans la région centrale. Par ailleurs, l'atelier de lancement a réuni plusieurs acteurs dont les préfets, les maires et les communautés de gestion des forêts communautaires, illustrant ainsi l'importance d'une mobilisation collective. L'implication des autorités locales et des populations riveraines sera déterminante pour la réussite du projet d'ici 2026. Le 18 mars dernier a été commémorée la Journée mondiale du recyclage. À cette occasion, les communautés du monde entier ont été sensibilisées davantage sur l'importance du recyclage et sur l'adoption des pratiques durables pour un avenir vert. Le point avec Irène Papadina. Dans le monde, 2 milliards de tonnes de déchets sont produits chaque année et ce chiffre augmente sans cesse. Ainsi, le recyclage se présente comme une solution pour réduire ce mal qui gangrène notre planète. La Journée mondiale du recyclage, commémorée le 18 mars de chaque année, met en évidence le potentiel de chaque individu à contribuer à la promotion d'un monde durable. Il joue un rôle indispensable dans la promotion de pratiques durables en atténuant l'impact des déchets sur les ressources naturelles. Il contribue à réduire la quantité de déchets qui se trouvent dans les décharges et réduit la nécessité d'extraire de nouvelles ressources de l'environnement. En réduisant la quantité de déchets envoyés dans les décharges, le recyclage contribue à réduire les risques environnementaux et sanitaires associés à leur exploitation. Si on arrive à trouver un mécanisme pour amener les producteurs du plastique, n'est-ce pas, à payer un certain nombre de redevances au niveau de l'État pour faire de la réparation au niveau des utilisateurs. Donc ça veut dire que quoi? Il y a des associations de protection de l'environnement qui vont aller sensibiliser les populations qui vont consommer les emballages qui sont produits sur la meilleure manière de l'utiliser. Donc ne pas utiliser ce plastique-là pour tel type d'aliments, mais il faut utiliser ça dans tel contexte. Et qui vont maintenant également sensibiliser cette population sur le tri sélectif des plastiques.
comment éviter de mélanger les plastiques avec les autres formes de déchets et maintenant encourager les initiatives de valorisation de ces plastiques-là. Ce qui fait que le producteur a trouvé la solution pour la consommation de la population est consciente de l'usage qu'il doit en faire et de sa fin de vie, et le transformateur vient récupérer pour remettre dans le circuit de valorisation, et l'économie circulaire est complète et on ne retrouve plus le plastique dans la nature. Pour aller plus loin, cette journée permet d'encourager la mise en place des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Le but de cette campagne est d'encourager la population à consommer plus responsablement, notamment en réduisant leurs déchets ou en les réutilisant. La Journée mondiale du recyclage est également l'occasion d'évoquer les nouvelles mesures de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui vise à lutter contre les différentes formes de gaspillage. À partir de cette année 2025, la loi vise une réduction de 20% des emballages plastiques à usage unique, dont au minimum la moitié via le réemploi, afin de réduire l'utilisation du plastique au quotidien et à long terme de sortir du plastique à usage unique. Au Sénégal, une initiative visant à lutter contre la pollution de l'air en milieu scolaire a vu le jour. Cette initiative prévoit l'installation de 50 à 80 capteurs de pollution dans les écoles à travers le pays. Ceci permettra d'améliorer la collecte des données sur la qualité de l'air afin de prévenir les maladies. Pour en parler, Irène Papadina. La pollution de l'air est responsable de nombreux décès dans le monde, en particulier au Sénégal, avec environ 9 millions de victimes annuelles selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle affecte les enfants, qui sont plus sensibles aux particules fines et contribuent à l'augmentation des maladies respiratoires aiguës. C'est dans ce cadre que le pays a mis un projet innovant visant à installer des capteurs dans les établissements scolaires. L'annonce a été faite le 11 mars dernier à Dakar par Nils Kessié, le fondateur du cabinet Kaikai. Selon lui, les capteurs de pollution de petite taille seront placés dans des écoles à travers le pays. Le principal défi résidera dans la collecte fiable des données et la garantie d'une bonne connectivité Internet pour le bon fonctionnement des appareils. Ce projet est une collaboration entre le Centre de gestion de qualité d'air, le cabinet Kaikai et les inspections d'Académie du Sénégal. Le projet a démarré en décembre 2024 avec une phase pilote qui a permis l'installation de 10 capteurs dans plusieurs régions du Sénégal, notamment à Dakar, Thiès, Diourbel et Saint-Louis. Ces capteurs mesureront divers polluants de l'air, permettant ainsi une surveillance précise de la qualité de l'air dans les zones scolaires. Prévu pour une durée de 18 mois, ce projet a pour objectif de doter les écoles sénégalaises de données fiables sur la qualité de l'air. Avec ce projet, le Sénégal cherche à impliquer les écoles non seulement dans la surveillance de la qualité de l'air, mais aussi dans la sensibilisation des jeunes générations. Les enseignants et les élèves seront formés pour mieux comprendre les enjeux de la pollution de l'air et les risques associés à une mauvaise qualité de l'air. Pour rappel, l'Afrique subsaharienne est une région particulièrement carencée en données pour la pollution de l'air. Cette initiative pourrait servir de modèle pour d'autres pays de la région en mettant l'accent sur les écoles et les jeunes tout en contribuant à l'amélioration des connaissances sur la qualité de l'air en Afrique. Au Maroc, les jardins exotiques de Bouknadel font face à d'importants défis en raison de la sécheresse persistante, conséquence du dérèglement climatique. Des stratégies d'adaptation, notamment les méthodes d'irrigation durable, ont été mises en place en vue de préserver ce patrimoine naturel. Léon Sabo. Les jardins exotiques de Bouknadel, non loin de Rabat, renferment près de 500 espèces végétales tropicales issues de plusieurs pays et régions, dont la Chine, l'Asie du Sud, le Congo, le Japon, le Brésil et la Polynésie. Ils ont été créés en 1951 par l'ingénieur horticole Marcel François et s'étendent sur 4 hectares et demi, divisés en différents espaces représentant divers écosystèmes.
Parlant de l'entretien, chaque plante a des besoins spécifiques en eau, en lumière et en température pour survivre dans un climat qui n'est pas le leur. Les équipes techniques surveillent la croissance des plantes en ajustant l'arrosage et en protégeant celles fragiles à des maladies. Mais la pénurie d'eau et le réchauffement climatique menacent leur croissance. Les plantes connaissent généralement une période de repos biologique de la fin de l'automne à la fin de l'hiver. Aujourd'hui, en raison de la pénurie d'eau, ces plantes sont déprimées et leur croissance est parfois déséquilibrée. Les températures dans les jardins varient de 18 degrés Celsius en hiver à 25 degrés Celsius en été, avec un taux d'humidité compris entre 60 et 70%. Le sol est un mélange d'argile et de sable et ceux qui s'en occupent doivent adapter leurs méthodes. De nouvelles variétés de plantes plus résistantes à la sécheresse ont été introduites pour limiter la consommation d'eau. Les plantes consomment beaucoup d'eau pour l'entretien, donc on entretient par l'arrosage économique, c'est-à-dire goutte à goutte ou l'aspersion et tout. Voilà un peu ce qu'on fait. Et il y a aussi le suivi, on fait la lutte biologique, on ne fait pas la lutte chimique ici, on fait que la lutte biologique, soit par des insectes, soit par des animaux. Chaque année, les jardins exotiques de Bouknadel reçoivent plus de 100 000 visiteurs selon Adan. En plus d'être une attraction, ces jardins intéressent aussi les écoles et les chercheurs qui viennent étudier la diversité botanique et les méthodes de préservation des plantes rares. Au Maroc, les espaces verts contribuent au développement de l'écotourisme. Les jardins exotiques de Bouknadel sont divisés en 3 sections principales, telles que les jardins culturels, les jardins naturels et les jardins botaniques. Ils ont été ouverts au public pour la première fois en 1961. En Algérie, le ministre des Énergies renouvelables a posé la première pierre pour un projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque dans la commune d'El Abadla. Avec une capacité de production de 20 MW, la centrale vise à améliorer le réseau électrique, à réduire les émissions de dioxyde de carbone et à diminuer la dépendance aux combustibles fossiles de la région grâce à l'utilisation de l'énergie propre. Le ministre d'État algérien, ministre des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a officiellement posé la première pierre d'un projet de centrale solaire photovoltaïque de capacité 80 MW dans la commune d'El Abadla. Le projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transition énergétique et de promotion des énergies renouvelables. Il vise notamment à stimuler le réseau électrique, à réduire les émissions de dioxyde de carbone et la dépendance aux combustibles fossiles de la région à partir de l'utilisation d'énergie propre. En effet, ce projet fait partie du programme national visant à réaliser 15 centrales solaires photovoltaïques pour une capacité totale de 3200 MW réparties sur 12 wilayas. Selon le communiqué du ministère de l'Énergie, le projet s'étendra sur une superficie de 160 hectares et sera réalisé en 2 phases. En parallèle, ce projet revêt une importance environnementale et économique considérable car il contribuera à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 1,3 million de tonnes par an. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, le ministre Arkab a notifié que le projet reflète l'engagement de l'Algérie à développer les énergies renouvelables et à réaliser un développement durable conformément aux orientations stratégiques du pays visant à renforcer sa sécurité énergétique et réduire son empreinte carbone. La réalisation des travaux de la centrale, selon le ministère, devrait être achevée en 2 phases. Les premiers sous-champs devront être livrés entre décembre 2025 et janvier 2026. Dans l'actualité également, le gouvernement de l'Érythrée a signé un accord de financement avec le groupe de la Banque africaine de développement pour la réalisation du projet de mini-réseau Dizet2Power. Estimé à 19,5 millions de dollars, ce projet permettra d'améliorer l'accès à l'énergie, de favoriser la croissance économique durable et l'inclusion sociale dans plusieurs régions du pays. Irène Papadia.
Le gouvernement de l'Érythrée et la Banque africaine de développement ont signé un accord de financement d'un montant de 19,5 millions de dollars pour le lancement du projet de mini-réseau Desert to Power. Financé par la facilité d'appui à la transition, ce projet permettra la construction de mini-réseaux d'électricité de 12 MW répartis dans les régions de Tesné, Kerekebet et Barantou. Ces mini-réseaux fourniront une alimentation en énergie durable et fiable aux communautés locales. Le projet sera géré par le ministère national de l'énergie et par la Société d'électricité d'Érythrée. L'ambition du gouvernement est d'améliorer l'accès à l'énergie pour plus de 235 000 Érythréens, dont 20% de femmes et de jeunes. Les bénéficiaires directs incluent des ménages, des exploitations agricoles, des zones de transformation agroalimentaire, ainsi que des systèmes d'approvisionnement en eau. De plus de 160 écoles et 90 centres de santé situés dans la région de Glash Baraka bénéficieront de cette initiative. L'une des priorités du projet est de renforcer les capacités locales. À cet égard, 25 entreprises locales seront formées et dotées d'outils et de machines pour garantir la durabilité et l'efficacité des mini-réseaux. Le directeur adjoint du groupe de la Banque pour l'Afrique de l'Est, Léandre Bassol, a souligné dans son allocution que l'objectif de la BAD est d'accompagner les pays dans la conduite de leur propre développement. Le passage du cyclone Jude au Mozambique a considérablement affecté la province de Nampula dans le nord du pays, avec des rafales atteignant plus de 195 km par heure. En outre, d'importants dégâts matériels, plus de 300 000 personnes ont été affectées et près de 33 000 habitations détruites selon l'Institut de gestion de risques et de désastres. Vivas Amana. Le cyclone Jude a dévasté le nord du Mozambique au cours de ces derniers jours. Les rafales de vent de 195 km/h ont balayé la région septentrionale de ce pays d'Afrique de l'Est, provoquant des dégâts matériels considérables. D'après l'Institut de gestion des catastrophes, le bilan humain s'élève à 9 morts et 20 blessés. Les réseaux électriques, les routes et les ponts sont gravement endommagés. La route nationale numéro 1 est coupée en deux, alors que 5 autres routes de la province de Nampula à l'est ont été détruites. La situation est chaotique, les communications terrestres sont inaccessibles et 60 écoles sont également détruites. Cette catastrophe laisse environ 17 500 enfants sans accès à l'éducation selon les responsables de l'UNICEF au Mozambique. L'ampleur du désastre fait craindre la possibilité d'une épidémie de choléra ou de paludisme dans le pays. Le cyclone Jude est le troisième phénomène de cette ampleur à frapper le Mozambique depuis octobre 2024. Rappelons que ces catastrophes climatiques ont affecté près de 5 millions de Mozambicains entre 2019 et 2023. Ceci démontre la vulnérabilité croissante du pays aux phénomènes météorologiques extrêmes. Pourquoi l'Antarctique est-il passé d'une jungle luxuriante à un désert glacé? Cette question a suscité des déclarations des scientifiques. Ils ont affirmé qu'il y a 90 millions d'années, cette partie de la Terre était recouverte de forêts à perte de vue. En réalité, l'Antarctique n'a toujours pas été un désert de glace, ont-ils souligné. Léon Sago. L'Antarctique, que nous imaginons souvent comme un désert de glace, détient en réalité une incroyable histoire qui s'étend sur des millions d'années. Ce continent joue un important rôle dans l'équilibre de la température. Cela est dû à sa vaste calotte qui renvoie la plupart des rayons du soleil vers l'espace. Pourtant, il n'abritait auparavant pas de glace. Il y a environ 90 millions d'années, c'était une étendue verte, peuplée de forêts marécageuses et profitant d'un climat bien plus chaud qu'aujourd'hui. Une récente étude menée sur le fond de la mer d'Amundsen, en Antarctique occidentale, et parue dans la revue Nature, nous éclaire sur cette période reculée. À cette époque, le niveau de la mer était 558 mètres plus haut qu'actuellement lors du Crétacé moyen. La surface pouvait atteindre jusqu'à 35 degrés Celsius dans les régions tropicales. Les chercheurs ont exploré la région entre février et mars 2017 avec des échantillons récupérés près des glaciers Pine Island et Thwaites.
Les scans de sédiments ont révélé des débris de sol forestier, du pollen, des spores et même un système racinaire. Les recherches ont aussi dévoilé que pendant cette période chaude du Crétacé, des concentrations élevées de dioxyde de carbone jouaient un rôle déterminant en maintenant cette température au pôle sud. Ceci empêchait la formation de glace malgré la situation polaire. Aujourd'hui, par le procédé naturel fondamental nommé l'effet albédo et grâce à la blancheur de la glace, le continent antarctique renvoie une grande partie de la chaleur solaire pour éviter que notre planète n'absorbe trop de chaleur. Malheureusement, cet équilibre est aujourd'hui menacé par nos activités modernes qui entraînent le réchauffement climatique. Les émissions de CO2 font grimper les niveaux de la mer de manière inquiétante. Ces changements nous rappellent ceux survenus à l'époque où l'Antarctique était verdoyant. C'est la fin de ce journal et merci à vous qui nous suivez. Merci de votre aimable attention. Excellent week-end à tous. Green TV International, we revive the environment.